Intelligence en anglais, c'est surtout gestion des connaissances, acquisition de données, traitement de l'information. Pensez à intelligence service, par exemple, on recueille des informations. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence au sens français, qui est la capacité d'argumenter, de créer des concepts et de montrer ce par quoi on est intelligent. Alors aujourd'hui, il y a des logiciels qu'on appelle des logiciels de deep learning, d'apprentissage profond, qui, pour certaines tâches, font mieux que les humains depuis longtemps. Par exemple, vous savez qu'il y a des logiciels qui ont battu le meilleur joueur d'échecs aux échecs. Un autre logiciel récemment a battu le meilleur joueur du monde au Go. Mais ce logiciel qui a battu le meilleur joueur du monde au Go ne sait pas jouer aux échecs. Alors que le champion du monde qui l'a battu, c'est jouer au tennis, apprendre des langues, faire la cuisine, etc. Bref, c'est faire toutes sortes de choses qu'un logiciel spécifique ne peut pas accomplir. Il y a aussi des logiciels qui sont capables de faire des travaux de reconnaissance. Par exemple, on peut éduquer un logiciel au point de lui apprendre à reconnaître un chat. Un chat, oui, parce qu'il y a beaucoup de chats sur Internet, donc il y a beaucoup de données par lesquelles on peut l'alimenter et l'éduquer. Et il le fait parce qu'il a vu des milliards de photos de chats, et quand il se trompe, on le corrige, donc il intègre la correction, ce qui le fait avancer. Alors que nous-mêmes, comme on peut nous expliquer, sans nous montrer beaucoup d'exemples, le concept de chat, on est capable de reconnaître un chat, même si on n'en a vu que 5 ou 6. Autrement dit, ces logiciels sont des boîtes noires qui ne sont pas capables de dire ce par quoi ils ont reconnu un chat. Alors que nous, on peut le qualifier, le caractériser, et donc le reconnaître à partir de propriétés que nous sommes parvenus au préalable à conceptualiser. Alors, est-ce que les machines auront des émotions? Est-ce que les machines seront capables de créer des concepts? Est-ce que les machines seront capables d'identifier des lois physiques? Alors c'est plutôt cette dernière question que je voudrais traiter, puisqu'elle concerne directement les physiciens. Dans la mesure où, en 2008, je crois, un physicien anglais qui s'appelle Chris Anderson a publié un article qui a fait pas mal couler d'encre dans une revue spécialisée. Cet article s'intitulait « The End of Theory », la fin de la théorie. Et ce qu'il expliquait, c'est que grâce au deep learning, à l'intelligence artificielle, au réseau de neurones, on serait capable de comprendre le réel en se passant des théories physiques. C'est-à-dire, à partir des données numériques qu'ils nous livrent, on va être capable d'extraire une information qui sera plus complète que l'information que nous livrent les théories physiques. En gros, on n'aura plus besoin de physiciens théoriciens. Pourquoi pas? Mais je vais faire 3 remarques. Enfin, je dis 3, c'est au hasard. Enfin, je vais faire plusieurs remarques, et puis à la fin, on comptera et on verra si c'est 3. Hein. La première remarque, c'est que la physique qu'on appelle moderne, qui naît au XVIIe siècle avec Galilée et quelques autres, je l'ai dit un peu hier, je vais le redire aujourd'hui, elle est née sans données. C'est-à-dire, on a trouvé des lois physiques sans données. Prenez même la mécanique quantique dont j'ai parlé hier. Elle est née dans les années 20, à une époque où, par rapport à aujourd'hui, on ne connaissait rien de la matière. On connaissait le proton, l'électron, le noyau. On ne connaissait pas les forces nucléaires. Donc on ne comprenait même pas pourquoi le noyau est stable et a une cohésion alors qu'il est formé de protons et de neutrons. Les protons devraient se repousser par la charge électrique. Donc on ne comprenait pas que ça tienne alors qu'à l'intérieur, il n'y a que des forces répulsives. Et malgré tout ça, on a mis sur pied un formalisme qui est toujours le même, qui s'appelle la physique quantique. Et alors, comment les gens ont fait pour non seulement trouver des lois sans données, et pire, comment ont-ils fait pour trouver des lois qui contredisent l'observation? Toutes les lois physiques contredisent l'observation. C'est-à-dire, il n'y a aucune loi physique dont vous pouvez voir l'expression dans un phénomène qui vous est livré directement. Donc comment est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, comment est-ce que fait Galilée pour énoncer le principe d'inertie qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force est un mouvement rectiligne uniforme? Est-ce que vous avez déjà vu un mouvement rectiligne uniforme? Pire, est-ce que vous avez déjà vu un corps qui n'est soumis à aucune force? Il y a de la gravité partout. Donc tous les corps subissent la gravitation. Donc quand un prof de physique vient vous dire un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme, c'est une blague.
Car on n'a jamais vu ça. Tous les mouvements qu'on voit, soit sont dus à une force qui les accélère ou les ralentit, soit à une force qui courbe leur trajectoire. On n'a jamais vu de mouvement inertiel. Si vous faites tomber des corps de masse différentes, une boule de pétanque et une balle de ping-pong, qu'est-ce que vous voyez? Ben, que la boule de pétanque touche le sol avant la balle de ping-pong. Et Galilée, lui, il dit, en 1604, il dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Et il le dit à une époque où on ne sait pas faire le vide. Et il le dit à une époque où on discute de l'existence du vide. Et la plupart des gens pensent que le vide n'existe pas. Et donc comment ces gens ont fait? Eh bien, ils ont inventé des stratagèmes intellectuels pour faire en sorte qu'ils se mettent à l'écart du monde et trouver un stratagème pour que le monde décoïncide de ce qu'il nous montre. Il faut faire décoïncider le monde des données ou des phénomènes qu'il nous montre. Et c'est comme ça qu'on trouve les lois. Par exemple, Galilée, il a appris à l'école, comme tout le monde, la loi d'Aristote, qui est que un corps qui est 2 fois plus lourd qu'un autre corps tombe 2 fois plus vite. Il a appris ça. Et ça coïncide à peu près avec l'observation. Même si à cette époque-là, on ne sait pas mesurer les vitesses. Mais on voit bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. On voit que c'est compliqué, parce que si on met un parachute à un corps lourd, il peut tomber moins vite qu'un corps léger, mais on ne va pas rentrer dans les problèmes. On voit en gros que plus c'est lourd, plus ça tombe vite. Et Galilée dit tout bêtement, mais cette loi, qui est conforme aux observations, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie? Et il démontre en une demi-page, dans un livre qu'il a publié en 1632, il démontre que si cette loi est très vraie, elle aurait des conséquences absurdes. Donc elle est fausse. Et comment il le démontre? Un truc tout bête. Hein. C'est un texte magnifique que je ne connais pas par cœur, mais je vous invite à lire Galilée dans le texte, tellement il écrit bien. Prenez une boule de pétanque, une balle de ping-pong, et vous supposez qu'Aristote a raison. Donc la boule de pétanque va tomber plus vite que la balle de ping-pong. Très bien. Maintenant commence l'expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est pas une expérience mentale où je me mets à réfléchir. C'est je suppose qu'une loi est vraie, j'invente une situation que je ne peux pas créer mais que je peux imaginer, et je regarde ce que cette loi supposée vraie implique dans la situation que j'imagine. Ça me permet de voir quelles sont les implications de la loi, ce qu'elle a dans le ventre. Et donc l'expérience qu'imagine Galilée, c'est maintenant, je mets une ficelle qui relie la boule de pétanque à la balle de tennis. Ça fait un système qui est plus lourd que la boule de pétanque. Je le laisse tomber. Que dit Aristote? Que ça va tomber plus vite que la boule de pétanque toute seule, puisque c'est plus lourd que la boule de pétanque. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de ping-pong qui tombe moins vite va tendre la corde. Et elle va faire parachute. Et donc le système va tomber moins vite que la boule de pétanque toute seule. Ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Contradiction, comment la lever? En disant que la boule de pétanque tombe exactement à la même vitesse que la balle de ping-pong, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et ça, c'est la première loi physique. Alors, comment est-ce que Einstein découvre le principe qui va le mener à la relativité générale? En faisant une expérience de pensée. Et dont j'ai découvert que Galilée l'avait faite presque en les mêmes termes. Mais Einstein, un jour de 1907, il est à Berne, il revient de déjeuner, il fait sa petite sieste. En fait, il fait un rêve semi-éveillé. Il imagine qu'il tombe en chute libre. Et il se rend compte, d'ailleurs c'est consécutif à la loi de Galilée, il tombe en chute libre. Admettons qu'il tombe avec un micro. Il lâche le micro pendant sa chute. Que fait le micro? Le micro, il va tomber comme lui. Il a une masse différente, mais comme tous les corps tombent à la même vitesse, il va tomber comme lui. Donc, Einstein en chute libre, il voit un micro qui est en apesanteur par rapport à lui. Et donc Einstein comprend que quand vous tombez sous l'effet de votre poids, vous ne sentez pas votre poids. C'est-à-dire que l'apesanteur qui est la cause de votre chute est annulée par les effets que produit la chute. Ce simple constat que n'importe qui d'entre nous aurait pu faire, Einstein va l'énoncer sous la forme d'un principe d'équivalence, qui va ensuite transformer en un formalisme mathématique qui s'appelle la relativité générale, qui change tout dans la façon de comprendre la gravitation. D'ailleurs, c'est un peu hors sujet, mais on s'en fiche. J'ai parlé du principe d'inertie tout à l'heure.
Einstein, quand il est adolescent, il fait cette remarque. Il dit, mais finalement, tous les corps subissent la gravitation. Dans l'univers, il y a de la masse partout, donc il y a du champ gravitationnel partout. Et donc, il n'existe aucun endroit dans l'univers où le principe d'inertie soit actuel, soit effectif. Et Einstein fait cette remarque, soit on accepte de bâtir la physique sur du sable, comme il dit, c'est-à-dire sur un principe qu'on ne peut pas vérifier directement, puisqu'aucun corps n'a de mouvement inertiel, soit, et c'est là qu'il a montré son génie, soit on démontre que la gravitation n'est pas une force. De sorte que si la gravitation n'est pas une force, un corps qui subit la gravitation ne subit pas de force, et peut donc avoir un mouvement inertiel. Et c'est ça qu'il va démontrer avec la fameuse théorie dont je parle. Il va montrer qu'en fait, la gravitation, c'est pas une force qui s'exerce entre les corps à distance dans l'espace comme on l'apprend à l'école. Un corps qui subit la gravitation a un mouvement inertiel. C'est-à-dire, il subit zéro force. Alors, il devrait aller en ligne droite, selon le principe d'inertie. Mais si on voit qu'il ne va pas en ligne droite, c'est tout simplement parce que la gravitation, au lieu d'être une force qui s'applique sur les objets, est une déformation de l'espace-temps. Donc l'espace-temps est courbé par les corps massifs. Les corps suivent des trajectoires rectilignes qui sont courbées par le fait que l'espace-temps lui-même est courbé. Dans un espace-temps courbé, les lignes droites tournent. Par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, elle suit une trajectoire rectiligne dans un espace-temps courbé. Et ça fait une belle ellipse. Bon. C'est hors sujet, ça. Donc c'est retiré de mon temps de parole. Maintenant... Non, mais simplement, vous voyez, les lois physiques, c'est des lois qui vont, en quelque sorte, dissoudre la notion de cause. On ne dit plus tel phénomène ou tel événement va causer tel autre phénomène. On ne parle plus de cause à effet, pour des raisons liées à la physique quantique, liées à la physique statistique, peu importe les détails. Les physiciens sont des gens qui ne parlent plus de cause. La notion de cause a été abandonnée pour se dissoudre dans l'idée même de loi physique. On ne dit pas que c'est la gravitation qui est la cause de la chute. On dit que la loi de gravitation explique comment les corps tombent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Et ces lois physiques ont été trouvées grâce à des stratagèmes qui sont voisins de ceux que j'ai illustrés par deux exemples. Et ce sont des lois dont aucune n'est délivrable par le simple spectacle des données empiriques. D'accord ? Le boson de Higgs, on ne l'a jamais vu. Avant d'avoir des arguments mathématiques nous permettant de dire qu'il devait exister. Et c'est parce que nous savions qu'il devait exister qu'on a pu le détecter. D'accord ? Alors, que dit Chris Anderson dans l'article que je citais ? Il dit bientôt, on aura tellement de données qu'on pourra se passer des lois physiques et le réel se montrera davantage par ces données que par les lois physiques. Et c'est là-dessus que je ne suis pas complètement convaincu. Pour toutes sortes de raisons. Il y en a une principale qui est que, avec le big data, comme on l'appelle, et les logiciels qui vont avec, le deep learning, on est capable d'identifier des corrélations. C'est-à-dire, on voit des régularités de comportement dans les phénomènes, les habitudes des consommateurs, le trafic routier, les indices boursiers. On peut suivre tout ça, et à partir de régularités de comportement que les logiciels sont capables d'exhiber, on infère des lois générales. Des lois générales que notre esprit, qu'il le veuille ou non, a tendance à interpréter comme des lois universelles. Et on s'en sert pour prédire le futur, ce qui n'est vrai qu'à la condition que le futur ressemble au passé. Autrement dit, vous ne pouvez prédire le futur ou les événements qui vont se produire à partir de lois tirées de l'expérience que si la suite de l'histoire ressemble à son passé. D'accord ? Et aujourd'hui, ça fonctionne à plein. Dans les médias, dès qu'il y a une corrélation, on vous la vend, sans voir qu'une corrélation, et j'y reviendrai, c'est tout à fait différent d'une relation de causalité. Aristide, hier, parlait de Saint-Germain, Paris Saint-Germain, c'est ça ? Alors moi, j'ai parlé du club de foot, qui est le PSG, qui est d'ailleurs une des premières victimes de la confusion entre loi générale et loi universelle. Quand ils ont gagné 3-0 contre Barcelone, en match aller de la Ligue des Champions, ils ont regardé les données.
Et ils ont vu que jamais un club qui avait gagné 3-0 au match aller n'a été remonté au match retour. Donc la veille du match retour, ils sont allés faire, paraît-il, un peu boire, etc. Ils se sont pris 4-1 et ils ont été éliminés. Voilà les premières victimes du Big Data. D'accord ? Ils ont pensé que ne pouvaient avoir lieu que des choses identiques à celles qui avaient déjà eu lieu. D'accord ? Et donc, la question, c'est que le Big Data nous permet d'identifier un nombre incroyable de causalités. Et ces causalités, non pardon, pas de causalité, justement de corrélation, pardon. Et ces corrélations, nous avons tendance à les interpréter comme des relations causales. Et en tout cas, la presse, à chaque fois qu'un scientifique démontre une corrélation, la presse qui la relaie, cette information, la transforme comme une relation de causalité. Je vous donne un exemple. Il y a une étude qui a été faite dans l'université du Michigan, je crois, qui montre que les étudiants qui boivent pas mal d'alcool ont de moins bons résultats aux examens. Je ne sais pas s'il y avait besoin de faire une grosse étude pour le démontrer, mais comment est-ce que la presse a relayé l'information ? En disant que l'alcool rendait stupide. Et c'est pas du tout ce qui a été démontré. Ça n'est pas du tout ce qui a été démontré. Autrement dit, pour passer d'une relation de corrélation à une relation de causalité, il faut beaucoup travailler. Il faut comprendre pourquoi ce résultat en forme de corrélation a été acquis. Peut-être que les étudiants qui boivent sont des étudiants très brillants qui sont simplement stressés. Ou les raisons pour lesquelles ils boivent n'ont rien à voir avec leurs études, etc., etc. En tout cas, il y a toute une étude à faire qui est très compliquée, qu'on ne fait jamais, qui est la seule capable de faire passer du constat d'une corrélation à l'identification d'une causalité. Moi, ce qui m'inquiète dans le Big Data, c'est justement ça. C'est que notre esprit, c'est une remarque d'un philosophe qui s'appelle Meyerson, il a tendance à lire toute séquence d'événements comme une conséquence. On voit A se produire, un peu plus tard on voit B se produire, on pense que A est la cause de B. D'accord ? Et ça, c'est quand même extrêmement dangereux parce que ça peut conduire à des manipulations politiques. Par exemple, on peut voir une corrélation entre le taux de migrants dans une région et la délinquance. Et on va voir la corrélation, on va dire, les migrants sont des délinquants. Oui, mais il faut comprendre pourquoi ils sont délinquants. Est-ce qu'ils sont intrinsèquement délinquants ou est-ce qu'ils ont la dalle ? Vous affamez les gens du 16e arrondissement. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'iront pas piquer des croissants à la boulangerie ? Voilà. Donc ouais, c'est ça que je trouve assez inquiétant. Et il y a une façon de dire que une corrélation, c'est pas la même chose qu'une causalité. J'aime bien cette formule. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu des grenouilles. D'accord ? Ou alors Coluche qui disait « N'allez jamais à l'hôpital, on y meurt 10 fois plus que chez soi. » Donc, je pense qu'il faut créer une pédagogie du Big Data, une pédagogie des statistiques. Sinon, on va tout droit vers une très forte manipulation. Je vous invite à regarder un site américain qui s'appelle Spurious Correlations. Ils ont regardé toutes sortes de corrélations qui apparaissent dans le Big Data. Et en fait, quand vous avez des Big Data qui sont très nombreuses, mais pas très 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 nombreuses, vous pouvez apparaître toutes sortes de fausses corrélations qui disparaissent quand l'échantillon devient plus grand. Alors par exemple, il y en a une qui me fait beaucoup rire, je crois que c'est dans l'Arkansas, depuis 1992, il y a une corrélation stricte, au sens où les deux courbes varient de la même façon, entre le nombre d'hommes qui se noient à la pêche, en allant pêcher, et le nombre de mariages dans l'année. Alors c'est pas les mêmes, c'est pas ceux qui se marient qui se noient, mais voilà. Et c'est une corrélation très très forte qui s'observe, sans qu'on l'explique vraiment. Évidemment, si au lieu de faire la statistique sur un seul état, vous la faites sur 2 ou 3, ça disparaît complètement. Et donc les fausses corrélations vont aussi servir à alimenter toutes sortes de trucs complètement délirants dont il faut se méfier. Alors maintenant, et ça sera ma conclusion, imaginons qu'on puisse enregistrer les vitesses, les positions, les accélérations de toutes sortes d'objets qu'on laisse tomber dans l'atmosphère. Je dis dans l'atmosphère où il y a de l'air, pas dans le vide. Donc on fait des expériences que Galilée n'a pas pu faire. On fait tomber des objets de toutes formes, un échantillon extrêmement vaste. On enregistre tout ça. Question.
est-ce qu'un logiciel serait capable, à partir de ces données, de déduire que tous les corps tombent à la même vitesse, non pas dans l'atmosphère, mais dans le vide? Autrement dit, est-ce qu'un logiciel serait capable d'interroger ce qu'il sait en lui posant des questions qui décalent le questionnement des données déjà acquises? Autrement dit, est-ce qu'un logiciel est capable d'interroger les données en faisant décoïncider son questionnement des informations qu'il a déjà? J'en suis vraiment pas sûr. Je pense qu'un logiciel ne pourra jamais faire ce qu'a fait Einstein, ce qu'a fait Galilée, ce qu'a fait Newton et d'autres. Autrement dit, je ne suis pas sûr qu'un logiciel puisse être génial. Voilà. Il peut être intelligent, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse être génial. Et si je suis mesuré dans ma réponse, c'est parce qu'il y a un article que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui m'a un peu inquiété. Il y a des chercheurs qui ont fabriqué un pendule chaotique, c'est-à-dire vous imaginez deux règles, deux doubles décimètres qui sont reliés l'un à l'autre par une ficelle, par exemple. Ça fait un système chaotique. En fait, vous faites osciller le truc et vous imaginez toutes les fréquences d'oscillation, vous faites osciller le truc dans toutes les directions possibles, avec toutes les hauteurs de départ que vous voulez. Et il y a un logiciel, il y a des capteurs qui enregistrent les vitesses, les positions des extrémités des deux doubles décimètres en question. Vous avez du big data. Et il se trouve que, en tout cas c'est ce que dit l'article, un logiciel, naïf comme ils disent, donc pas très intelligent, a été capable, à partir de ces données enregistrées, d'inférer les invariants de la mécanique. C'est-à-dire la conservation d'impulsion, la proportionnalité entre l'accélération et la force, etc. Et donc, à partir des données, on a reconstitué des lois physiques qui étaient déjà connues. D'ailleurs, j'ai pas assez regardé les codes utilisés, mais il se peut qu'ils aient quand même aidé le logiciel à comprendre ce qu'est une force, une accélération. Et je crois pas que le logiciel ait pu déduire ces concepts de la simple manipulation des données. Mais la question est ouverte quand même de savoir si le travail des scientifiques, saturé de données, ne va pas être en quelque sorte un travail de gestion de ce que nous avons pu acquérir en termes de données sur le réel, plus que de questionnement de ce que nous savons. Et pour reprendre un peu le débat d'hier sur le relativisme, moi je pense qu'il faut prendre acte du fait que la physique moderne est née sans données, que les données que nous avons acquises ne l'ont pas conduite à provoquer des révolutions. Évidemment, il y a eu des milliards de découvertes. Ce qu'on sait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on savait en 1920, mais c'est les mêmes principes physiques. Et donc, le fait que la physique, malgré la pression que mettent sur elle les données, ça ne l'oblige pas à faire des révolutions, c'est quand même le signe qu'il y a du solide. Voilà. Et c'est ce solide qu'il faut interroger. Si on le relativise trop, avec l'idée que les physiciens font la révolution tous les 4 matins, je pense qu'on perd une occasion de penser. Alors, le premier nom qu'on utilisait pour désigner les premiers ordinateurs, c'était cerveau électronique. Les cerveaux électroniques. On a abandonné ce nom quand on a compris qu'un cerveau, ça ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur. Et d'ailleurs, personne ne sait exactement comment fonctionne vraiment le cerveau. On peut mesurer l'activité cérébrale grâce à des dispositifs comme l'IRM, et les neurosciences sont en plein développement. C'est vraiment une science qui est complètement au démarrage. Et ce qu'on étudie, c'est l'activité cérébrale. Bon, l'activité cérébrale, ça veut dire on demande à un sujet de faire telle opération, par exemple un calcul mental, et on voit que lorsque cette opération est effectuée par un sujet, il y a une certaine zone du cerveau qui s'active, on peut la voir, et un peu plus tard, c'est une autre zone qui s'active, on a une suite d'événements, et toute la question, c'est justement, est-ce que le premier est la cause du second, ou est-ce qu'il y a un événement invisible qui est la cause des deux? Bon. Donc il y a énormément de débats, justement, en neurosciences, sur le statut qu'il faut donner aux corrélations, et sur la bonne façon d'identifier des relations causales. Maintenant, je ne crois pas qu'on soit capable de comprendre ce qui se passe dans un cerveau quand il a une idée. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Quand vous avez une idée, est-ce que ça pourrait se voir par un examen de votre cerveau? Autrement dit, quand vous avez une idée, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose dans votre cerveau? Ou est-ce qu'il se passe simplement quelque chose dans la conscience que vous avez de votre activité mentale?
Quand vous regardez les textes des grands savants, enfin pas des grands savants, des scientifiques qui ont eu des idées, qui ont eu ce qu'on appelle des moments d'eureka. Vous regardez du côté des mathématiciens, tous ne décrivent pas. Il y a Gauss, Ampère qui ont écrit des textes sur « je travaille là-dessus depuis des mois, ça me fatigue, j'en ai marre, etc. » Et sans qu'ils l'expliquent vraiment, ils disent tout d'un coup « j'ai eu la solution ». Et donc ils racontent un moment d'eureka qui distingue l'avant de l'après. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant l'eureka? Aucun le dit. Ça ne se raconte pas. Il y a un exemple quand même qui est un peu plus explicite, c'est celui de Poincaré. Henri Poincaré, en 1911, il travaillait sur les fonctions fuchsiennes, et Kleinel d'ailleurs. Il raconte très bien que ça l'épuisait, il trouvait des solutions dont il montrait un peu plus tard qu'elles étaient fausses, ça le tourmentait, il raconte qu'il prenait du café, ce qui l'empêchait de dormir, donc il était crevé, il en avait marre, et il en était venu à détester ce problème. Et un jour, il a saisi l'occasion qu'il lui était donnée d'aller faire une excursion géologique à Coutances, il habitait Caen à l'époque. Il discute avec un collègue de l'école des mines, il discute de tout à fait autre chose. Il raconte que quand il a mis le pied sur le marchepied du train, il a eu la solution. Et il a eu la solution sans y penser. Il était tellement sûr d'avoir la solution, raconte-t-il, qu'il a continué la conversation qu'il a avec son collègue. Et il a attendu d'être rentré chez lui le soir pour l'acquit de sa conscience de faire la démonstration. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors, il y a des gens qui pensent que en fait, les idées, elles circulent comme des atomes dans l'inconscient, de façon complètement chaotique. Et de temps en temps, il y a une idée qui percole dans la conscience. Et elle percole dans la conscience et peut être saisie par la conscience que si la conscience a beaucoup ramé sur le problème. Autrement dit, c'est parce qu'il avait beaucoup travaillé, il avait chauffé la cocotte minute, et c'est parce qu'il se détend, par ailleurs, que, tac, un peu comme Einstein qui raconte aussi que des balades en montagne lui ont donné des idées, etc. Et donc moi je ne crois pas du tout à l'idée spontanée, je ne crois pas du tout à la créativité, tac, tac. Les gens qui ont des bonnes idées, c'est des gens qui ont vachement galéré. Ça me rappelle le débat sur la théorie du tout des années 80. Alors, on a deux théories en physique, je l'ai dit, physique quantique, relativité générale. La question c'est comment est-ce qu'on peut les unifier, c'est-à-dire comment on peut fabriquer une théorie du tout. Et dans les années 80, on nous disait elle va arriver, certains disaient en 95, d'autres en 2000, 2003, et elle n'est toujours pas là. Non seulement elle n'est toujours pas là, mais on pense même que peut-être ça n'a pas de sens. Et donc, nous annoncer l'intelligence forte avant qu'elle soit là, ça suppose de faire des pronostics sur ce qui va être découvert. C'est vrai que le deep learning a produit des performances que personne n'avait prédites. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on avait imaginé, et donc il peut y avoir des surprises. Mais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça m'a toujours paru être une mauvaise solution. Et pour répondre à ta question, c'est qu'est-ce que tu appelles la conscience? C'est-à-dire que pour moi, la conscience, elle suppose d'abord une conscience de soi. Et je vois pas très bien comment. Et puis sur une conscience des autres, et aussi une conscience de la conscience des autres. Sinon, c'est pas vraiment une conscience. Bon. Et donc, il y a plusieurs niveaux de conscience, et je pense qu'il est difficile d'imaginer qu'une machine puisse y avoir conscience d'elle-même. Par exemple, un logiciel de deep learning qui reconnaît un chat n'a pas de joie intellectuelle à reconnaître qu'il a reconnu un chat. Il dit pas la vache, non, il dit pas purée, j'ai reconnu un chat. D'accord? Simplement, on peut fabriquer des logiciels ou des robots même, qui miment des sentiments humains. D'accord? Et du coup, on rétroprojette ou on projette en eux une lecture de ce qu'ils vivent à partir de l'équivalent que nous voyons chez les visages d'humains. Et donc, il ne sera pas difficile de fabriquer des machines qui nous donneront l'impression d'avoir une conscience. Alors, je confirme. Ils se mettent à pleurer, etc. En fait, c'est déjà le cas. Il y a des chercheurs qui font des tests de second degré, on va appeler ça, hein, la capacité à avoir une prise de recul sur le phénomène et à revenir sur ce qu'on a affirmé. Donc l'intelligence artificielle qui est testée aujourd'hui, elle fait des sortes de prise de recul dans lesquelles elle se dit « Ah oui, maintenant je peux répondre à la question qui m'a été posée parce que j'ai un deuxième élément qui m'a été fourni dans la réponse que j'ai moi-même fournie d'ailleurs la première. » Donc il y a des espèces de jeux aujourd'hui qui sont testés, qui permettent d'avancer, mais à l'échelle microscopique.
vers cette voie-là. Oui, mais je pense que ce qui est intéressant dans les robots, c'est qu'ils nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Bon. Et la question de fond, c'est, puisqu'on parle d'émotion ou de conscience, est-ce que des émotions ont un substrat purement matériel? Et quand nous avons une émotion, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement déterminé par notre physiologie? Ou est-ce que c'est l'expression d'une singularité de notre psyché, etc. D'accord? Autrement dit, est-ce que nous sommes des êtres programmés à avoir des émotions? Ou est-ce que les émotions sont l'expression d'une forme de subjectivité? Bon. Je pense que les robots nous aident à penser cette question, mais je crois pas. Enfin, moi, j'ai interrogé Yann Lequin. J'ai posé la question que tu lui poses. J'ai interrogé dans le cadre d'une émission de radio, et il a été affirmatif. Il m'a dit bientôt, les machines auront des volontés, auront des désirs, auront une conscience, et auront le pouvoir de nous influencer et même de nous dominer. Bon. Il l'a dit explicitement, ça m'a tellement surpris, je l'ai fait répéter. Mais le lendemain, il a participé au Festival du Monde. Et il a dit exactement le contraire. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais j'écoute et je lis ce qui se raconte. Et le fait le plus notable de l'intelligence artificielle, c'est déjà l'iPhone. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous un rapport à la connaissance qui devient périphérique. C'est-à-dire on est en train de rompre avec l'humanisme, au sens où l'humanisme, c'est l'idée qu'un humain doit porter en lui les savoirs qui sont stockés dans sa bibliothèque. Il doit être capable de les transmettre et éventuellement les augmenter. Et donc on est porteur de savoir. Aujourd'hui, non, le savoir, il est considéré comme périphérique. Et on ira le chercher en tant que de besoin. Ce qui pose aussi la question de la vulgarisation. Moi, mes étudiants me disent la relativité, c'est sympa, mais si un jour j'en ai besoin, j'irai dans Wikipédia. Sauf que personne n'a jamais compris la relativité en lisant Wikipédia. Donc la transmission des connaissances, elle nécessite peut-être pas de façon exclusive, mais elle nécessite une forme de corps à corps. C'est en voyant la tête d'un étudiant qu'on voit s'il a compris ou pas. Et quand il a compris, on passe à autre chose. Quand il voit qu'il n'a pas compris, on trouve un autre truc. D'accord ? Est-ce que des machines pourraient faire ça ? Est-ce que, par exemple, on pourrait se contenter de filmer des profs une fois, de diffuser leurs cours 1 milliard de fois, et voilà, ce serait ça l'enseignement. Est-ce qu'on peut enseigner sans présence ? Enfin, sans coprésence ? Oui, il y a plein d'universités qui font ce pari-là. Ouais. Même si elles sont fausses, elles restent hypothétiques. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Parce que, en fait, je ne sais pas répondre à votre question. Je connais rien aux jeux vidéo. Vraiment, c'est hors univers jeux vidéo, c'est vraiment le côté procédural de la chose. Donc, fonctionner sur un système procédural d'élimination, arriver avec du deep learning à avoir une intelligence plus pointue. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pointu ? Enfin, oui, non, je ne sais pas répondre. Okay. Franchement, je ne sais pas répondre. Je préfère vous le dire franchement plutôt que d'élucubrer un truc avec des mots compliqués pour faire croire que j'ai des choses à dire. Non mais quand même, je ne sais pas si ça répond ou touche votre question, mais il y a eu toutes ces affaires aux États-Unis qui d'ailleurs s'importent un peu en Europe. Vous avez une personne qui a commis un acte délictueux, vous le jugez. Et vous faites une étude de la probabilité qu'il récidive. Et donc vous utilisez le big data et vous l'interrogez sur ses relations, sur sa vie antérieure, sur ses activités, sur ce que les gens pensent de lui. Et à partir des cas semblables aux siens, vous calculez par un logiciel sa probabilité de récidive. Et la peine que vous lui donnez dépend du résultat de cette enquête. C'est un truc complètement dingue. Et il y a eu un cas aux États-Unis, je ne sais plus comment il s'appelle, d'un jeune homme qui avait une probabilité de récidive égale à 1, d'après le logiciel, qui n'a pas récidivé. Par exemple, dans l'enquête, on compte le nombre de fois où vous avez été contrôlé par la police. Et vous savez qu'il y a des quartiers, on est beaucoup plus contrôlé que dans d'autres. Donc ça crée un biais qui... Bon. Mon inquiétude pour l'instant, c'est pas du tout celle d'une intelligence artificielle forte, etc. C'est vraiment ça. C'est le fait que des régularités servent d'argument pour justifier des décisions comme si c'était des lois absolues.
Oui, j'ai donné des exemples hier. Les théories physiques, peut-être qu'elles n'épuisent pas le réel. Je pense qu'elles ne le font pas du tout même. Mais c'est quand même grâce à elles qu'on a pu détecter des choses du réel qui ne sont pas dans le réel empirique. En tout cas pas immédiatement. Les quarks ont été prédits avant d'être découverts. Le neutron, le photon, les bosons intermédiaires. Et c'est ça qui est spectaculaire, c'est que les lois physiques, c'est justement moi ce que j'appelle un treuil ontologique. C'est-à-dire, les lois nous permettent d'identifier des choses qui ne sont pas dans les datas. Et ensuite de fabriquer des datas qui les montrent. C'est une logique complètement inverse. Et donc, pour reprendre une illustration de ce que j'essaie de dire, imaginez qu'on ait toutes les datas d'aujourd'hui. On a absolument tout. Tous les résultats des satellites, des télescopes, des collisionneurs de particules comme ceux du CERN, on a tout. Exactement les mêmes données. Mais on n'a pas les équations de la mécanique quantique et on n'a pas les équations d'Einstein. Question, est-ce qu'à partir des données, on pourrait retrouver les équations? Je pense que non. Je pense que non. Et si on n'avait pas les équations, on ne pourrait pas dire, tiens, ce signal, c'est celui de l'onde gravitationnelle. Et donc on ne pourrait même pas lire les données. Donc je pense qu'il y a encore de la marge pour les physiciens. C'est encore un métier d'avenir, au moins pour 6 mois. Bon, une toute dernière question, juste pour prolonger cette question d'anticipation sur les datas. Il y a évidemment plusieurs livres et films comme Minority Report, où on va au-delà et on peut anticiper en essayant d'arrêter les délinquants supposés avant pour éviter qu'ils fassent un délit. Donc il y a... Oui, justement là-dessus, en fait, on est complice de ça. Hein. Les gens rentrent leurs données personnelles dans les trucs, qui sont ensuite utilisés pour voir vos régularités de comportement. Et c'est parce que vous racontez votre vie qu'on sait exactement ce que vous allez faire. Donc la prédictibilité associée à ces logiciels est liée au fait que vous êtes complice de l'usage de vos données. Alors vous avez en quelque sorte répondu à la question que je voulais poser, mais d'abord je vous remercie pour la pédagogie qui répond à la curiosité qu'on a. Ça, je pense que c'est l'élément le plus important. Mais ma question était que je pense qu'il ne faut pas du tout... Enfin, vous tendez à opposer le big data et la connaissance empirique, qui nous a amené la médecine par son épidémiologie et beaucoup d'autres choses, à, disons, au modèle physique et à la connaissance causale, raisonnement. Et pour moi, elles s'enrichissent. Hein. C'est parce que on avait des déficits dans la vision empirique que, par exemple, Einstein est venu à se creuser la tête pour comment démontrer les idées de Max Planck. Et c'est parce que quelqu'un s'est opposé à lui en essayant de faire des démonstrations qui démontreraient qu'il avait tort qu'on a pu renforcer son modèle physique. Donc je pense que c'est vraiment... La connaissance, c'est toujours un petit peu la combinaison des deux, et on va de l'un pour aller vers l'autre. Et puis, je reste sur une anecdote. J'ai passé une demi-journée avec l'inventeur du microprocesseur qu'on a actuellement à parler de conscience, hein, de système de conscience. C'est sa passion, c'est quelqu'un qui a fait les entreprises les plus connues, Intel, etc. Je crois que c'est un élément de curiosité tout à fait désirable pour améliorer ce qu'on appelle les systèmes à base de connaissances. Moi, j'aime pas le mot intelligence artificielle, je l'ai jamais utilisé, mais des knowledge-based systems, oui, c'est désirable de les faire monter à un niveau supérieur. Voilà. En fait, mais comment balancer les deux? Je trouve que le cœur, c'est balancer les deux. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais en fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Elles sont complémentaires, elles s'enrichissent. Par exemple, toutes les sciences de la complexité, climatologie, météorologie, ont besoin du big data parce que les lois sont connues, mais sans les données, on peut rien prévoir. Donc, ça se complète parfaitement. Non, le seul souci, c'est d'abord un problème de pédagogie. Comment est-ce qu'on comprend les corrélations et comment est-ce qu'on les diffuse dans la presse? Et deuxièmement, est-ce que l'investissement dans le big data ne va pas capter notre attention au point que la démarche spéculative va être délaissée. Voilà. Autrement dit, il y aura tellement de données à traiter que la notion même d'expérience de pensée risque d'être abandonnée ou va être utilisée simplement pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans les données. Merci beaucoup pour vraiment cette très très riche intervention.